Qu'en est-il des nombres premiers, premiers jumeaux et du crible d'Ératosthène? Appelons 1, les nombres premiers, et 2, les nombres premiers jumeaux. Cela peut sembler bizarre, mais nous sommes déjà à mi-chemin de notre objectif ici. Ajoutons le signe, moins, devant ces deux chiffres, ça y est, c'est fait, nous avons terminé. Bien sûr, cela mérite un peu plus d'explications, et par conséquent, nous les fournirons dans la suite de cette vidéo. Le crible d'Ératosthène est un algorithme antique permettant de trouver tous les nombres premiers jusqu'à une valeur donnée. Il consiste à marquer de manière itérative comme composite, les multiples stricts de chaque nombre premier, en commençant par le premier d'entre eux, le nombre 2. Les multiples d'un nombre premier donné sont générés comme une suite de nombres à partir de ce nombre premier, avec un espacement constant entre eux, qui est égal à ce nombre premier. Les nombres non marqués restants sont les nombres premiers recherchés. La plus ancienne référence connue du crible se trouve dans l'introduction à l'arithmétique de Nicolas de Gerasa, un livre du début du IIe siècle après Jésus-Christ, qui le décrit et l'attribue à Ératosthène de Cyrène, un mathématicien grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'un des moyens les plus efficaces de trouver tous les plus petits nombres premiers et il peut être utilisé pour trouver des nombres premiers dans les progressions arithmétiques. Le but ici est d'exploiter ce crible afin de prouver l'infinité des nombres premiers et des nombres premiers jumeaux. En commençant la routine par le nombre 2 et supprimant les multiples stricts, puis prenant le plus petit entier restant, en supprimant à nouveau les multiples stricts, nous appellerons le dernier nombre premier sur lequel l'algorithme est exercé, le nombre premier courant. Nous nous intéressons au nombre premier, et, plus tard, au nombre premier jumeau, ce qui signifie que nous nous intéressons à la liste des entiers qui sont avant, c'est-à-dire à gauche, du nombre premier courant. Notre ambition est de savoir ce qui se passe à gauche du nombre premier courant où subsistent les nombres premiers, mais tout ce que nous ferons, c'est étudier les entiers à droite, c'est-à-dire après le nombre premier courant, et plus tard, le nombre premier jumeau courant. Notre principal, ou plutôt notre presque seul intérêt, est de montrer que ce qui se passe après le nombre premier courant, reflète de manière très proche, ce qui se passe avant lui. Un côté est une image de l'autre côté et vice-versa. Toutes les informations trouvées d'un côté, équivaut à l'information recueillie de l'autre. Nous appellerons, utilisant la terminologie pseudo, les éléments restants à chaque étape du côté droit du nombre premier courant, c'est-à-dire après le nombre premier courant. Ainsi, notre préoccupation est maintenant 1. D'expliciter le lien entre les deux côtés du nombre premier courant. 2. De trouver une relation mathématique exacte régissant le côté droit du nombre premier courant. 3. D'utiliser le résultat pour conclure sur le côté gauche du nombre premier courant. Les notions liées à la distance entre les objets dans cette étude peuvent conduire à une confusion pernicieuse. Par souci de clarté, introduisons une terminologie précise. Nous devrons définir soit des entiers isolés, soit des paires d'entiers. Nous appellerons gap, la distance au sein d'une paire de nombres et nous appellerons l'espacement, la distance entre les entités étudiées, qui sont soit des nombres isolés, soit des paires de nombres. Ainsi, pour la paire de nombres premiers jumeaux, 11 et 13 par exemple, considérés comme un seul objet, le gap est 2, tandis que pour les deux paires d'entiers, 11, 13 et 15, 17, considérés comme deux objets, l'espacement est 4 et le gap est de 2. Commençons donc maintenant. Nous allons appliquer le crible d'Ératosthène en débutant par 2. Nous appelons entrée la liste des entiers jusqu'au nombre premier courant, et nous appelons cycle 1, cycle 2, cycle 3, et ainsi de suite, tout le modèle répétitif d'entiers avec des espacements égaux que nous observons après le nombre premier courant. Pour l'instant, nous obtenons un élément par cycle qui sont 3, puis 5, puis 7, et ainsi de suite, tout séparé par un espacement de 2. En procédant au retrait des multiples stricts de 3, nous obtenons deux éléments, l'ensemble séparé par un espacement de 2 par 3, c'est-à-dire un espacement de 6, avec un motif répétitif à l'infini.
Ensuite, en procédant au retrait des multiples stricts de 5, nous obtenons 8 éléments, l'ensemble séparé par un espacement 2 par 3 par 5, c'est-à-dire un espacement de 30, avec à nouveau un motif répétitif jusqu'à l'infini. Le théorème chinois explique l'augmentation de l'espacement, par un facteur multiplicatif pi, où pi est le nombre premier courant. Quant au nombre total d'entiers restant dans chaque cycle, il n'est pas difficile de prouver qu'il augmente, à chaque étape de la routine, d'un facteur multiplicatif, pi-1. Ainsi, nous obtenons 2-1 égale à 1, puis 3-1 par 1 égale à 2, puis 5-1 par 2 égale à 8, et ainsi de suite. En conséquence, quelles que soient les irrégularités dans les motifs sur le côté gauche du nombre premier actuel, espacement et quantité d'entiers du côté droit sont précisément liés, ce qui était l'objectif noté numéro 1, précédemment, concernant ici les entiers isolés. Faisons maintenant la même chose avec des paires d'entiers, séparés par un gap de 2, c'est-à-dire, à droite, avec des pseudo-nombres premiers jumeaux. L'algorithme d'Ératosthène est exécuté exactement comme avant. Mais cette fois-ci, nous ajoutons une ligne supplémentaire à nos tableaux initiaux. Cette ligne contient la valeur du gap 2 comme rappel, afin que nous puissions facilement en suivre la trace. Le nombre premier courant est à nouveau le nombre premier sur lequel nous appliquons le retrait des multiples stricts, mais cette fois-ci, les cycles sont identifiés à nombre premier à l'avant du nombre premier courant, c'est-à-dire que l'indice n'est pas i, mais i plus 1. L'espacement entre les cycles augmente exactement comme avant, c'est-à-dire par un facteur multiplicatif pi, lorsque le nombre premier courant est pi. Le nombre d'éléments dans chaque cycle augmente également comme avant d'un facteur multiplicatif pi-1. Mais cette fois, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de paires, avec un gap 2 dans chaque cycle. Il n'est pas difficile de prouver que le facteur multiplicatif est alors pi-2, une fois que la liste initiale ici, qui est exception à la règle, a été donnée. Ainsi, en commençant par le nombre premier courant 3, comme étape 1, le facteur multiplicatif est 3-2 égale à 1, puis 5-2 par 1 égale à 3, puis 7-2 par 3 égale à 15, et ainsi de suite. En résumé, la proportion des éléments restants dans un cycle, dans le premier cas que nous avons examiné, est pi-1 divisé par pi. Dans le second cas, la proportion est pi-2 divisé par pi. Utilisant alors le troisième théorème de Mertens, nous pouvons démontrer une expression générale dont la troisième relation à l'écran est un exemple particulier. Selon le théorème des nombres premiers, le cardinal P de x, des nombres premiers, inférieurs ou égaux à x, est équivalent, lorsque le nombre réel x tend vers l'infini, au quotient de x, divisé par le logarithme népérien de x. Une succession d'implications peut alors être fournie, menant à la quantité asymptotique des nombres premiers jumeaux. Les mêmes types d'implications peuvent être effectuées avec n'importe quel gap entre les paires de pseudo-nombres premiers, et la formule de Hardy-Littlewood peut être retrouvée de cette manière. Bien sûr, nous ne disons pas ici que ces arguments sont suffisants, et donc rigoureux, pour être une preuve de l'infinité des nombres premiers jumeaux. Nous n'avons donné ici qu'un résumé très général des outils nécessaires pour arriver à une telle conclusion. À la fin de la vidéo, le youtubeur peut consulter un lien en ligne vers une preuve complète. Dans ladite preuve, nous fournissons un minorant et un majorant des nombres premiers jumeaux à une abscisse x donnée. Ces deux items ont la même expression asymptotique et constituent la première partie de notre étude. La deuxième partie de l'étude se concentre sur une autre stratégie, qui n'est pas d'évaluer le nombre d'items à une abscisse donnée, mais les distances entre ces items. En effet, si une distance finie existe entre deux objets, cela signifie qu'il y a un successeur à l'objet courant, et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y en a une infinité. Nous choisissons à nouveau le côté droit du nombre premier courant, ou du pseudo-nombre premier jumeau courant, en fonction de l'objet que nous avons l'intention d'étudier. Lors de l'exécution de l'algorithme d'Ératosthène, nous savons qu'il nous reste de plus en plus d'entiers, en proportion relative des nombres premiers effectifs, ou des nombres premiers jumeaux effectifs. Cela peut donc sembler une approche potentiellement totalement stupide.
Mais, entre le nombre premier pi courant et pi au carré, un seul type d'entier peut encore exister, les nombres premiers. Insistons sur ce point et répétons, entre pi et pi au carré, seuls les nombres premiers subsistent encore. Si nous trouvons une propriété générale sur un cycle entier débutant à droite de pi, cette propriété s'appliquera également entre la valeur pi et la valeur pi au carré. Introduisons alors la propriété adéquate. C'est l'espacement maximal entre les objets étudiés, soit les pseudo-nombres premiers, soit les pseudo-paires de nombres premiers. Selon le postulat de Bertrand et la preuve de Tchebychev, l'espacement maximal entre un nombre premier et son successeur est 2 fois sa valeur. Qu'en est-il alors entre un pseudo-nombre premier jumeau et son successeur, dans un cycle d'Ératosthène? La réponse est 2 fois la somme de tous les nombres premiers, jusqu'au nombre premier courant. Le youtubeur peut examiner les résultats pour les 2 types d'objets étudiés ici. Voici les résultats pour les pseudo-nombres premiers. Voici les résultats pour les pseudo-nombres premiers jumeaux. Il est assez facile d'obtenir une explication pour les espacements maximaux entre les pseudo-nombres premiers jumeaux, dans une perspective asymptotique. Pour en savoir plus à ce sujet, le spectateur se référera à nouveau à nos liens en ligne à la fin de la vidéo. Notons cependant que les exceptions à la règle ne sont pas interdites et se produisent relativement souvent. En effet, comme on peut le voir à partir de pi égale à 23, jusqu'à pi égale à 53, l'espacement maximal attendu dans un cycle est plus élevé que prévu. Cela est dû à un chevauchement de certaines combinaisons d'espacement avec une autre combinaison, créant ainsi les dites exceptions. Mais, lorsque ce cas se produit effectivement, le cas favorable d'un nouvel élargissement, à cet endroit spécifique, est très faible, et la valeur maximale ne progressera pas. Ne changeant pas, cet espacement maximal reviendra progressivement, au fur et à mesure que l'étape du crible augmentera, sous la valeur standard attendue pour cette nouvelle étape, cédant sa place bientôt à un espacement se créant ailleurs. Afin de confirmer ce comportement asymptotique, une autre façon est d'examiner plus en détail les valeurs réelles affichées précédemment dans le tableau. Pour les 2 catégories d'objets, les pseudo-nombres premiers et les pseudo-paires de nombres premiers, il y aura à nouveau le même type de relation. Revenons en arrière et concentrons-nous sur le deuxième type d'objet mathématique. La première ligne d'espacement augmente de manière très simple, c'est-à-dire par le facteur multiplicatif pk-2, où k est l'indice, non pas de l'étape courante, mais de l'ancienne, c'est-à-dire que l'indice k est égal à i-1. Nous avons donc ici une formule récurrente, qui nous donne un résultat jusqu'à l'infini. Nous n'avons besoin que de la première valeur de cette série à la première ligne pour obtenir toutes les valeurs de la ligne. Réécrivons les données des espacements entre les objets, mais cette fois en changeant les lignes en colonnes. Nous avons représenté entre parenthèses les espacements nécessaires pour obtenir tous les suivants. En effet, l'algorithme d'Ératosthène entraîne des relations systématiques entre composantes successives. Néanmoins, le nombre de valeurs initiales requises augmente avec l'index de ligne J. L'augmentation de l'exigence, en matière de données initiales, est d'environ la moitié de l'indice J. Revenons à notre tableau initial, avec maintenant, une assez bonne approche de l'évolution de la ligne, l'évolution de la colonne garde beaucoup de questionnements. Ici, le youtubeur peut examiner le graphique du nombre d'instances, à mesure que l'index de ligne augmente. On peut voir la baisse exponentielle des populations, en ce qui concerne les espacements, avec la convexité de la courbe tournée vers le bas, confirmant dans le même temps l'existence d'une valeur maximale d'espacement. Il reste encore beaucoup à dire. Beaucoup plus. L'endroit pour saisir toute cette information est à l'un des liens suivants. Nous vous souhaitons une lecture agréable. Vos commentaires sont les bienvenus ci-dessous.